Bonsoir, alors nous nous retrouvons pour notre deuxième Facebook Live. Vous êtes en direct de la chaîne des Poids Plumes. Donc aujourd'hui nous allons traiter un sujet après la chirurgie de l'obésité, qu'est-ce qu'il arrive? Et on arrive donc dans la phase de la chirurgie réparatrice. Donc nous accueillons aujourd'hui le docteur Vincent Husinger, qui est donc chirurgien en plastie, réparatrice et esthétique. Donc je vais laisser la parole à Vincent pour qu'il puisse se présenter plus exactement. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis le docteur Vincent Husinger, je suis spécialiste en chirurgie plastique, esthétique et réparatrice. Alors c'est un titre qui est un petit peu long puisqu'il signifie un petit peu tout ce qu'on fait dans notre profession, dont on va parler dans un instant. Et effectivement, je remercie Claudine pour cette invitation et pour cet événement qui est important à mes yeux et à mon sens. Ça a toujours été un élément qui manque, des explications claires sur l'après, puisque les patients comprennent très bien comment ils vont maigrir, ils comprennent très bien le poids qu'ils vont perdre, mais ils ne comprennent pas très bien que va devenir leur corps et comment on va pouvoir éventuellement améliorer un certain nombre d'éléments de leur corps qui vont se dégrader et non pas s'améliorer. Voilà. Donc bonsoir, nous avons déjà deux personnes qui se sont connectées. Je vous invite à nous poser des questions en direct. Justement, c'est une émission. En quelques mots simples, la chirurgie réparatrice et la chirurgie réparatrice et la chirurgie esthétique. Excusez-moi. Alors, effectivement, je vais essayer de répondre en quelques mots simples parce que c'est pas forcément évident. La distinction est assez mince et en réalité, il y en a assez peu. La chirurgie réparatrice et esthétique se met dans le cadre de la chirurgie plastique, c'est-à-dire qui touche à la plastique, à l'apparence et à la morphologie des personnes. La distinction la plus classiquement et la plus communément admise va être que la chirurgie réparatrice va être plutôt une chirurgie remboursée, la chirurgie esthétique va être plutôt une chirurgie non remboursée. Mais c'est une distinction que les patients ont du mal à comprendre parce que quand on a perdu 80 kg après une sleeve, un bypass ou une chirurgie bariatrique et qu'on a des déformations très importantes du corps, on a du mal à comprendre qu'une chirurgie, parce qu'elle n'est pas remboursée et qu'elle ne rentre pas dans certains critères de l'assurance maladie, va être considérée comme une chirurgie esthétique alors qu'il s'agit quand même d'une réparation. Donc en réalité, la frontière est mince et elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Je préfère qu'on fasse une distinction entre les soins de chirurgie plastique qui vont être avec des critères de remboursement, d'autres qui vont être sans critères de remboursement, parce que sinon on va partir dans des discussions qui sont infinies de savoir pourquoi ma chirurgie, alors qu'elle est liée à mon amaigrissement et qu'elle me gêne au quotidien, est considérée comme une chirurgie esthétique, alors qu'en fait, elle va juste viser à me soulager. Donc moi, je préférerais qu'on parle de chirurgie, entre guillemets, remboursable et de chirurgie plastique remboursable et de chirurgie plastique non remboursable. Ok. Merci. Alors, il y a déjà des questions en ligne. Hein. Donc, on me pose la question, on va commencer par une question du public. Il nous pose la question, qu'en est-il de la chirurgie réparatrice par rapport à la chirurgie de l'obésité, puisqu'il y a une limite d'âge de 60 ans en chirurgie de l'obésité? En chirurgie de l'obésité, là vous voulez parler de la chirurgie sleeve, etc. Voilà. Chirurgie bariatrique. Donc, les recommandations HAS, enfin Haute Autorité de Santé, préconisent la limite d'âge à 60 ans. Donc, qu'en est-il de la chirurgie réparatrice? Alors, effectivement, c'est une bonne question et je dois avouer que j'ignorais que la chirurgie bariatrique avait une limite d'âge. Après, c'est vrai que ça peut se justifier probablement par des problèmes de bénéfice-risque. Ce qui est sûr, c'est que la chirurgie réparatrice, qu'elle soit d'ailleurs après l'obésité ou qu'elle soit après les grossesses, parce qu'il y a d'autres types de chirurgie réparatrice, remboursable encore une fois
là, on va parler de chirurgie remboursable, puisque là, on parle de critères de remboursement. Je pense quelqu'un de 65 ans pourrait se faire opérer d'une sleeve, peut-être il ne serait pas remboursé. Là, bien, il n'y a absolument aucune limite et aucun critère d'âge. Il faut savoir d'ailleurs une chose, c'est que le critère, et ça on va y revenir à mon avis longuement parce que c'est quelque chose souvent que les patients ont beaucoup de mal à comprendre en consultation, le critère de la chirurgie bariatrique, c'est-à-dire d'avoir été opéré, ne suffit absolument pas. C'est-à-dire que ce qui est encore plus important que j'ai été opéré et j'ai perdu du poids, c'est j'ai un problème morphologique majeur. J'ai un tablier abdominal, j'ai un excès dermograisseux important. Et c'est ces critères-là qui vont être les plus importants devant la Sécu et qui vont passer bien évidemment avant les critères d'âge. On peut avoir 63 ans et avoir un tablier abdominal suite à une sleeve gastrectomie qu'on aurait eu à 58 ans. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas pris en charge. Et donc le critère d'âge n'est absolument pas un critère qui est retenu pour la chirurgie plastique remboursable. D'accord. Merci. Donc, pour continuer, qui vous adresse les patients et comment on choisit effectivement son chirurgien plastique si on a recours à une chirurgie reconstruction? Alors, effectivement, il y a un certain nombre de parcours qui existent en chirurgie bariatrique, notamment, et c'est ce que vous organisez au sein de votre association, des parcours de patients avec des diététiciens, des nutritionnistes, des coachs sportifs, des endocrinologues, des chirurgiens viscéraux, etc. La chirurgie plastique, elle a pour moi un rôle très important dans tout ce parcours. Malheureusement, elle est un petit peu sous-représentée. Pour plusieurs raisons, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais notamment parce que on n'est pas forcément extrêmement nombreux, parce qu'on n'est pas forcément extrêmement nombreux à être spécialisés dans ce type de chirurgie, et voilà, et parce que c'est des parcours qui sont très très vite débordés en termes de chirurgie réparatrice. Donc, pour en revenir à la question, qui nous adresse les patients ? Ça peut être un peu tout le monde. C'est-à-dire que moi, j'ai des patients qui peuvent m'être adressés par des chirurgiens digestifs qui vont suivre leurs patients après un amaigrissement et leur patient va se plaindre de tel ou tel excès de peau et le chirurgien va donc l'adresser. Ça peut être des endocrinologues qui suivent beaucoup les patients et qui là aussi vont adresser les patients. Ça peut être des nutritionnistes ou des diététiciennes qui vont là aussi, encore une fois, en fait, c'est tous les professionnels de santé qui sont autour de ces patients et qui vont avoir à un moment donné une plainte de patient qui va lui dire c'est bien, j'ai perdu du poids, ma santé va mieux, j'ai moins d'hypertension, je prends moins de cachets pour le diabète, etc. Par contre, j'ai un gros problème, je ne peux pas m'habiller, je me sens toujours aussi obèse, je ne peux toujours pas me déshabiller à la piscine ou autre. Et donc, tous les professionnels autour de ce patient qui vont à un moment donné avoir ce type de plainte vont leur dire vous savez, il y a une chirurgie qui existe, une chirurgie qui peut être réparatrice, remboursable ou non remboursable, ce n'est pas vraiment le souci dans un premier temps, et cette chirurgie, elle peut vous aider. Et donc, moi, je connais tel chirurgien, ou bien je peux vous adresser dans tel centre ou dans tel hôpital, et voilà. Ça peut être donc n'importe quel professionnel, et de plus en plus, en fait, c'est les patients eux-mêmes. Et ça, c'est vrai que c'est un peu l'époque Internet. Là, on est en Facebook Live, donc on est dans une conférence qui typiquement illustre ça. C'est que les patients maintenant et les gens en général s'informent énormément sur Internet. Vous regardez des conférences, vous regardez des professionnels et vont à un moment donné se dire on m'a rien proposé, mais moi je vois que j'ai tel problème, donc j'ai trouvé un professionnel. Ou bien on m'a conseillé de faire telle intervention, mais j'ai vu quelqu'un avec qui j'ai pas eu un vrai feeling et en qui j'ai pas forcément une confiance pour aller faire une intervention, je vais en chercher un autre peut-être qui va plus m'inspirer confiance ou avec qui j'aurais souhaité faire cette intervention. Donc, je dirais ça peut être n'importe qui et c'est de plus en plus le patient lui-même qui va piocher l'information, comme d'ailleurs pour la chirurgie bariatrique, auprès d'associations, auprès de forums, auprès de sites internet et qui va s'adresser directement aux professionnels. Alors je vais un peu rebondir. Comment on peut savoir qu'un chirurgien réparateur, il est bon ou mauvais ? Alors ça, bien évidemment, c'est une question complexe. Mais je pense que, en tout cas,
c'est important de se poser la question. C'est important de se poser la question, d'ailleurs, pour n'importe quel type de chirurgie. Et ce n'est pas vrai que pour la chirurgie plastique. Je veux dire, à un moment donné, on confie son corps à quelqu'un. C'est important de se poser la question, de se dire, voilà, est-ce que cette personne-là, premièrement, et je pense que la première chose à vérifier, c'est le diplôme. Est-ce qu'elle est diplômée ? Est-ce que c'est un chirurgien qui est diplômé ? En France, quand même, ça fait pas mal de temps maintenant qu'il existe un diplôme de chirurgie plastique, esthétique et réparatrice, qui va comprendre une formation initiale, qui va comprendre un certain nombre d'éléments qui font qu'on a déjà un socle de base qui est très important. Et ça, vous pouvez tout à fait le savoir en consultant soit le site internet du praticien, mais encore mieux le site du Conseil de l'Ordre des médecins. Vous avez accès sur le site du Conseil de l'Ordre des médecins à toutes les spécialités des chirurgiens et des médecins. Et bien évidemment, vous pouvez le consulter et voir si sa spécialité, c'est la chirurgie réparatrice, plastique et esthétique, ou bien c'est un autre type de chirurgie. Et déjà, c'est un premier élément. Je ne dis pas que c'est le seul, mais c'est un premier. Après, bien évidemment, c'est le parcours. Et ça, c'est intéressant de regarder et de s'intéresser un peu au parcours du médecin qui va s'occuper de vous, savoir si c'est un chirurgien ou un médecin qui a fait sa formation en France, parce que bien évidemment, il y a une formation qui est différente. Alors, je jette la pierre à aucune formation, mais aujourd'hui, on est dans un monde ouvert avec l'Europe, avec des diplômes qui sont reconnus un peu partout. Il est bien évident que la formation n'est pas la même en Espagne, en Italie, en Roumanie, dans tous les pays de l'Union européenne. Et pourtant, il y a des médecins et des chirurgiens qui viennent, et tant mieux, je m'en plains pas, ça nous apporte une offre supplémentaire, mais se renseigner, voilà, où est-ce qu'il a été formé, comment il a été formé, où est-ce qu'il a acquis ses compétences. Souvent, ça aussi, ça doit être mentionné dans le site internet ou bien sur les profils Doctolib ou bien sur... voilà, ça doit pouvoir se trouver. Quelqu'un qui vient de nulle part, il faut se poser quelques questions. Je dis pas, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, ça veut juste dire qu'il faut se poser un peu plus de questions. Et puis après, la troisième étape, je pense, c'est la consultation. Et la consultation, elle est importante aussi. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Je pense qu'aujourd'hui, en 2019, le chirurgien, il n'est pas là pour dire vous vous taisez, je vais faire telle intervention et je vous programme pour telle date. C'est terminé. Ça, c'était, il est vrai, un monde dans lequel on vivait peut-être il y a 20 ou il y a 30 ans, avec une certaine supériorité qui faisait qu'on considère, enfin pas moi en tout cas, mais certains de mes confrères un peu plus âgés considéraient que on n'avait pas forcément à expliquer aux patients qui ne pouvaient pas comprendre. Aujourd'hui, les patients ont accès à l'information et c'est une très bonne chose. Ils peuvent lire beaucoup de choses. Alors, malheureusement, il y a souvent beaucoup de bêtises, mais il y a aussi beaucoup d'informations véridiques. Et donc, ils sont tout à fait en mesure de poser des questions et de dire, mais vous me proposez telle technique, mais pourquoi ? Et ça, moi, j'en discute beaucoup avec les patients. Je leur explique, regardez, si je vous propose une cicatrice à tel endroit, c'est parce que vous voyez bien quand vous tirez à tel endroit que c'est ça qu'il faut faire. Vous voyez bien que si je tire à tel endroit, ça ne va pas donner le même résultat. Et ça, c'est simple, c'est pas compliqué. On n'est pas obligé d'utiliser des termes savants pour perdre les gens. D'ailleurs, c'est une très mauvaise chose de parler en termes trop savants. On est là pour se mettre dans un langage le plus audible possible, demander de reformuler, de réexpliquer si jamais vous ne comprenez pas. Et si les explications vous paraissent incohérentes, si pour vous, vous n'avez pas bien compris, c'est qu'à un moment donné, vous ne comprenez pas bien avec le chirurgien. Et je pense que c'est important de se sentir écouté, compris et d'avoir une bonne entente. Si jamais ça, vous l'obtenez en consultation, tout de suite, la confiance, elle va être là. Si vous ne l'obtenez pas, n'hésitez pas à aller voir un deuxième avis, à aller chercher tout simplement une autre consultation pour savoir si c'est vous qui avez mal compris ou si, à un moment donné, il y a quelque chose qui n'est pas bien passé dans la relation entre votre médecin et vous. Ok. Donc, on résume, le dialogue est important avec le soignant et vous avez votre mot à dire. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions. Donc, on va revenir. Donc, bonsoir Camille. Donc, le docteur Vincent Husinger, on le trouve facilement sur Doctolib. Donc, vous verrez où il exerce. Et pour donc résumer, effectivement, quelles sont les chirurgies qui sont prises en charge par la sécurité sociale et éventuellement est-ce qu'il y a des remboursements possibles, est-ce que les mutuelles prévoient des autres remboursements si ce n'est pas prévu effectivement par la sécurité sociale, comme les forfaits de diététiciens ou les forfaits de psychologues dans certaines mutuelles.
Et donc ça, c'est par rapport à toutes les chirurgies qui peuvent exister. Alors, je vais essayer d'être le plus clair et le plus exhaustif possible parce que bien évidemment, il y a beaucoup de choses, mais je pense qu'on peut les simplifier, on peut beaucoup les simplifier. Premièrement, les chirurgies réparatrices sont toujours prises en charge sous condition. Il n'y a jamais de prise en charge automatique, c'est-à-dire qu'il y a toujours des critères qui sont des critères précis, qui sont consultables par tous et par toutes sur le site amélie.fr. Donc, vous pouvez aller sur le site, vous cherchez. Alors, malheureusement, il faut un peu connaître les codifications pour chercher. Mais en tout cas, l'abdominoplastie, le bodylift, la brachioplastie, la cruroplastie. Alors, je vais expliquer un peu mieux. Mais toutes ces chirurgies-là, les conditions sont clairement établies et sont clairement expliquées. Donc, il n'y a aucun automatisme. Ce n'est pas, encore une fois, parce qu'on a été opéré de chirurgie bariatrique qu'on est pris en charge. C'est comme ça. Alors on peut s'en plaindre parce que certains ne sont pas pris en charge, mais en même temps, il faut aussi voir qu'on a la chance d'avoir des prises en charge là où d'autres pays n'en ont même pas, comme l'abdominoplastie qui n'est pas prise en charge dans d'autres pays. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est donc quelles opérations peuvent être prises en charge sous condition. Alors, les opérations prises en charge sous condition, ça va être la chirurgie de lifting des bras ou brachioplastie, la chirurgie de lifting des cuisses ou cruroplastie, la chirurgie de lifting du ventre ou abdominoplastie, la chirurgie de lifting circulaire qui comprend l'abdominoplastie et le lifting des fesses qui s'appelle le bodylift ou dermolipectomie circulaire et la chirurgie de réduction mammaire. J'ai bien dit réduction, c'est très différent de lifting ou cure de ptose, c'est vraiment réduction, c'est-à-dire on enlève du poids à la poitrine parce qu'elle pèse trop lourd. Toutes ces chirurgies-là peuvent être remboursables sous condition. Il y a des chirurgies qui ne peuvent jamais être remboursées sous aucune condition. Alors là, depuis le départ, je parle de la sécurité sociale. Je ne parle pas des mutuelles, je vais en parler juste après. Les chirurgies qui ne sont jamais remboursables, même après amaigrissement massif, sont les chirurgies de lifting du visage et du cou, même si on a perdu 120 kg et qu'on a le visage et le cou qui tombent, malheureusement. Sont les chirurgies de lifting de la poitrine, quand on ne fait que remonter la poitrine, ou bien de lifting associé à une augmentation de la poitrine, parce qu'on a perdu du volume et les seins sont tombés, donc qui s'appellent soit les cures de ptose mammaires, ou soit les plasties-prothèses mammaires. Donc ces chirurgies-là ne sont jamais prises en charge. La chirurgie de liposuction, seule, quand on ne fait pas de lifting, n'est jamais prise en charge. Et je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut avoir comme chirurgie autour, on va dire, de ce type de prise en charge. Après, pour ce qui est du cas des mutuelles, il y a une règle très claire pour toutes les chirurgies réparatrices. Ça ne marche pas comme les forfaits diététiciennes et les forfaits ostéopathes. La mutuelle ne rentre en ligne de compte que si la Sécu a remboursé l'intervention. D'accord. Pas de Sécu égale pas de mutuelle. Et j'ajouterai même un élément qui malheureusement est assez défavorable, c'est que les mutuelles, même quand elles rentrent en ligne de compte, puisqu'on a un remboursement de la Sécu, sont en général extrêmement faibles, voire négligeables. Parce qu'on a un élément dont je parle systématiquement quand on fait ce type de réunion, et malheureusement, on en parle aussi au pouvoir public, mais on a du mal à se faire entendre. On a une codification de nos actes par la Sécu qui est extrêmement défavorable. Si on la compare aux codifications de chirurgie bariatrique, d'ophtalmologie ou de certaines ou d'orthopédie qui ont des actes, alors je ne dirais pas qu'ils ont des actes extrêmement bien codifiés, mais en tout cas qui sont plutôt favorables, c'est-à-dire que le ratio entre la durée de l'intervention et le remboursement par la Sécu est plutôt favorable. Ça pourrait être mieux, mais c'est plutôt favorable. Nous, c'est le contraire. Nous, on a des interventions longues qui durent longtemps et qui sont très mal remboursées. Et comme la mutuelle se range derrière la base de remboursement de la Sécu pour établir, on va dire, son remboursement, eh bien, les mutuelles remboursent en général extrêmement mal ces chirurgies. Donc les patients, malheureusement, et on aimerait bien que ce soit différent, mais c'est malheureux, sont obligés, dans ce type de chirurgie, très très souvent, d'avoir un reste à charge. Et ça, on n'est pas prêt de le changer tant qu'ils n'auront pas réévalué la codification des actes de chirurgie plastique. D'accord. Alors, juste une question pour rebondir. On veut faire une chirurgie réparatrice. On n'est pas pris en charge ni par la sécurité sociale,
ni par la mutuelle. Quel est à peu près le coût, le budget qu'il faut prévoir si vraiment, pour nous, c'est quelque chose d'important de faire cette chirurgie réparatrice et plus ou moins le coût, le budget qu'il faut prévoir. Alors ça, c'est, je pense, une question extrêmement complexe à laquelle il va être très compliqué que j'apporte une réponse précise. Et il y a une raison principale, c'est que pour faire évaluer le coût d'une intervention, il faut absolument déjà qu'on sache de quoi on parle. C'est-à-dire que, pour moi en tout cas, la chirurgie réparatrice, c'est une chirurgie sur mesure. Je prends un exemple très simple. Une chirurgie de l'estomac. Alors, c'est évident, des difficultés particulières. Il y avait un anneau avant, il y a de la fibrose, il peut y avoir un certain nombre de difficultés. Mais j'ai envie de dire que l'estomac, qui fait toujours à peu près la même taille, il est toujours quand même assez similaire. Alors, je vais peut-être, il y a des chirurgiens digestifs qui vont me dire que j'ai tort, mais quand même, il y a une certaine similarité. On a un estomac, on va en enlever une partie, c'est toujours la même partie qu'on retire et on le retire toujours de la même manière. Alors après, il y a, j'imagine, des chirurgies comme celle-là qui peuvent être simples et aller vite, et d'autres qui peuvent être longues et aller lentement. Moi, les chirurgies que je fais en chirurgie réparatrice, elles peuvent aller, entre guillemets, d'une simple légère liposuction qui va être une chirurgie extrêmement rapide, qui va durer peut-être, si je fais une seule zone ou deux zones, 20 minutes, 30 minutes avec pratiquement pas de cicatrice, à une chirurgie combinée complexe, par exemple ce qu'on appelle un body lift étendu, donc un body lift avec une cicatrice verticale abdominale ou des cicatrices verticales au niveau des cuisses, des faces externes des cuisses. Je peux faire une cicatrice qui peut durer 20 minutes, comme une chirurgie qui peut durer 20 minutes, comme une chirurgie qui peut durer 6 heures. Et à ce compte-là, il est impossible de donner un prix moyen parce que ça n'a aucun rapport. Malheureusement, il y a une variabilité énorme parce que c'est vraiment du sur-mesure. Il faut imaginer, c'est de la couture sur mesure. Donc, pour évaluer le prix d'un vêtement, il faut savoir exactement de quoi on parle. Et c'est vrai que c'est compliqué. De la même manière, chaque chirurgien fait différemment. Et selon le type de matériel qu'on va utiliser pour introduire des prothèses, ou pour suturer, ou pour aspirer, ou pour réinjecter la graisse, ou pour filtrer la graisse quand on va faire des réinjections de graisse, eh bien, on a des coûts matériels qui changent. On a des coûts de structure selon la clinique, le quartier dans lequel on se situe, qui vont être très différents. Bien évidemment, les prix je ne citerai pas de clinique, mais de cliniques qui vont être chères au niveau de l'heure de bloc, de l'hospitalisation, vont être très différents de cliniques moins chères et dans d'autres quartiers. Donc, on a des variations au niveau du prix de la structure, au niveau du prix de la durée de l'intervention, de la durée de l'anesthésie, de la durée de la chirurgie. Donc, et c'est ce qu'on me demande souvent. J'ai des demandes, ils me disent « moi je veux faire ça, c'est quoi le prix ?» Je dis en fait, c'est pas possible. C'est comme si vous vouliez faire une rénovation et que vous vouliez savoir le prix sans qu'on sache exactement de quoi on parle. C'est vraiment, c'est variable et ça demande véritablement une consultation, un examen et même une discussion. Parce qu'un patient, moi, je veux comprendre en consultation qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qui est important pour lui. C'est pas moi qui vais lui dire « vous avez les fesses qui tombent un peu. Il faut vous faire un lifting de fesses en même temps que je vais vous faire le lifting de ventre. » Moi, il y a des patients qui me disent « moi, mes fesses, elles tombent et je m'en fiche. Moi, je veux juste le ventre. » Donc, c'est en examinant le patient, en comprenant ses besoins et en lui proposant une solution qui va lui convenir, qu'on va pouvoir établir un devis. Après, bien sûr, tous les chirurgiens, y compris moi, on a des fourchettes tarifaires qui sont sur nos sites internet. C'est des obligations d'ailleurs légales qui sont consultables par tous pour chaque type d'intervention. Et n'hésitez pas à aller les consulter avant d'aller voir le chirurgien. Ça vous permettra déjà de savoir, avant même d'aller voir d'aller le voir en consultation, d'avoir une petite idée. Mais c'est vrai que un devis, c'est une consultation. Malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Donc, on résume. Échange avec le praticien, demande de devis, faire l'entente préalable sécurité sociale pour savoir si effectivement ça peut être pris en charge par la sécurité sociale puis la mutuelle. Et après, donc une fois qu'on a établi tout ça, comment que ça se passe ? On reçoit donc, est-ce qu'on fait des projections de comment ça va, le résultat que ça va donner ? Est-ce qu'il y a des dessins ? Est-ce que vous faites des croquis ? Bien sûr, bien entendu, après l'échange du patient, avec le patient.
C'est une excellente question parce que c'est une demande de tous les patients qui viennent, ils disent voilà, vous allez m'opérer, vous allez me faire ça, on parle de telle intervention, mais moi chez moi ça va donner quoi? Et c'est intéressant, c'est important parce que autant c'est facile de expliquer, voilà, vous avez une grande cicatrice, elle va être de tel endroit à tel endroit, elle va se situer à telle position, mais autant entre guillemets on lui donne tous les maléfices et les risques de l'intervention, mais on ne lui montre pas le bénéfice qu'il va obtenir. Donc, faire une simulation, malheureusement, c'est pas possible. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas possible. Moi, j'aime beaucoup la technologie. Je fais beaucoup de simulations 3D, notamment pour les augmentations mammaires par prothèse et pour certaines chirurgies du visage, etc., où on a des modélisations simples qui nous permettent, voilà, une poitrine non tombante d'une jeune femme qui veut l'augmenter. Elle se modélise facilement, donc elle s'arrange facilement en 3D et on peut facilement lui montrer ce qu'on cherche à obtenir. Des excès de peau avec une laxité différente pour chaque patient, des épaisseurs de peau et de graisse différents pour chaque patient, vraiment, encore une fois, on rentre dans le sur-mesure, c'est pas possible de modéliser. Alors, moi, j'utilise d'autres outils qui, en général, font que le patient comprend très bien ce qu'il aura et ce qu'il n'aura pas. Déjà, je pense que le premier outil, c'est l'expérience. Ça veut dire qu'en examinant un patient, je suis capable de lui dire tout de suite, ça vous l'aurez pas. Et ça dépend de ce que je vais voir. Par exemple, un patient qui a perdu du poids mais pas assez, je vais lui expliquer tout de suite les limites de ma chirurgie. On peut faire telle ou telle chirurgie, mais attention, il restera ça. Ça, regardez, ça ne va pas partir. Cette région-là ne va pas être parfaite. Et ça, déjà, l'expérience, elle est fondamentale parce que malheureusement, si on n'en a pas, le patient, il vogue, il vole à vue, on va dire. La deuxième chose, c'est les schémas. Et moi, j'adore dessiner. Je leur montre comment est leur sein, comment est leur ventre, comment est leur silhouette et comment elle va devenir. Parce que là, on peut s'adapter à chaque patient. C'est comme si on fait un dessin chez l'architecte ou une modélisation. Il va en quelques coups de crayon être capable de nous montrer le trait important pour nous. Donc ça, c'est un des éléments aussi que j'aime bien montrer. Et le troisième, c'est les photos de patients qui lui ressemblent. C'est-à-dire que alors, on met tous des photos avant-après sur nos sites, sur nos Instagram, etc. parce que les patients aiment bien voir un peu notre travail. Mais ça ne représente pas du tout ce qu'eux, ils vont avoir, parce que chaque patient est différent et chaque patient, il y en a un qui aura un meilleur résultat que l'autre parce que tout simplement, ils ne partaient pas du même point de départ. Moi, ce que j'aime bien, c'est à chaque patient que je vois, dans ma base de données, et voilà, j'ai une base de données qui commence à être assez conséquente, de trouver à peu près le patient qui lui ressemble, qui a le même problème pratiquement que lui et pour lequel je lui propose une solution équivalente. Et là, c'est intéressant parce qu'il voit vraiment un patient, et parfois il y en a, c'est rigolo, qui se reconnaissent presque, il dit oui, effectivement, moi je suis exactement comme ça. Et il voit la transformation. Alors, plus j'ai de photos et mieux c'est. Parfois, j'en ai à 2 mois et j'en ai à 1 an, donc il peut voir l'évolution des cicatrices. Parfois, malheureusement, le patient n'est pas revenu à sa consultation d'1 an, et tant mieux parce que ça veut dire qu'il était content, mais donc j'ai des photos un peu plus récentes. Mais donc, ça veut dire que le patient, il se projette. Il voit un autre patient comme lui, qui avait presque le même problème que lui, et il se rend compte des choses. Donc, voilà les outils que j'essaye d'utiliser pour donner au mieux un aperçu de ce que le patient peut obtenir comme résultat. Après, c'est toujours imparfait, puisque je lui explique toujours que le résultat, il l'aura une fois que je l'aurai opéré, mais on peut quand même lui donner une idée la plus précise possible, et je pense qu'il en a le droit. D'accord. Donc, si le patient a été pris en charge une première fois par la sécurité sociale, donc si j'ai bien compris, et je pense que vous me l'aviez déjà expliqué avant, il est possible de faire plusieurs chirurgies pour faire des retouches, enfin, grosso modo, faire des retouches ou... Non, pas forcément, mais je pense à quelqu'un qui m'avait posé cette question hier, donc hors antenne, mais est-ce qu'il est possible qu'on fasse des retouches et est-ce que c'est pris par la sécurité sociale? Alors, ça, et malheureusement, c'est une grosse déception d'un certain nombre de patients que je vois en consultation et qui viennent me voir une fois qu'ils ont été opérés. Et voilà, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un souci. La sécurité sociale, je vais prendre un exemple parce qu'il est assez fréquent et il va bien illustrer mon propos. L'abdominoplastie. L'abdominoplastie, vous regardez sur donc amélie.fr, QBFA 008. QBFA 008, c'est le code de l'abdominoplastie. Alors après, il y a plein d'autres codes si jamais on touche au muscle, on ne touche pas au muscle. Voilà, mais le plus classique et le plus fréquent, c'est celui-ci. Les critères de prise en charge d'une abdominoplastie,
c'est pas j'ai maigri et c'est pas j'ai eu une autre abdominoplastie et le résultat me convient pas. Les critères de prise en charge, c'est j'ai eu des séquelles d'une chirurgie autre ou bien d'une grossesse, etc., qui correspondent à un tablier abdominal, c'est-à-dire de la peau qui pend, qui recouvre au moins partiellement le pubis, c'est-à-dire que cette peau doit faire un pli au-dessus du pubis. Et le test qui a été traduit par l'assurance maladie, puisqu'il faut savoir quand même que pratiquement 100% des patients pour qui on fait une demande d'entente préalable sont convoqués, contrairement à d'autres spécialistes, peut-être liés à certains abus du passé, mais en tout cas, nous, tous nos patients sont convoqués. Le médecin conseil va mettre une feuille dans le pli. Si la feuille tient, c'est le test de la feuille, l'opération peut être remboursée. Si la feuille ne tient pas, test de la feuille négatif, pas de remboursement. Bon, je prends cet exemple-là parce que parfois j'ai des patients qui viennent me voir, qui ont une abdominoplastie, parce qu'ils avaient un tablier, ou elles, qui ont plus de tablier, puisqu'ils n'ont plus de plis au-dessus du pubis, donc plus de test de feuille positif, mais par contre, qui ont un résultat qui n'est pas terrible, parce que on n'a pas été assez loin sur le côté, parce qu'il y a une oreille qui retombe d'un côté ou de l'autre côté, parce qu'il y a de la graisse, de la peau qui pend au-dessus du nombril, parce qu'on n'a pas tiré forcément suffisamment, parce que voilà, il y a on va dire, une imperfection, ce qu'on appelle une imperfection de résultat, qui peut être gênante ou non gênante, mais une imperfection de résultat, qui est présente, qui est considérée comme esthétique, et sûrement pas réparatrice, puisqu'elle ne rentre plus dans le critère de tablier abdominal, test de la feuille positif. La sécurité sociale, c'est des cases, c'est des critères. On rentre dedans, on rentre pas dedans. Et malheureusement, moi, je suis pas là pour faire de la politique, et je suis pas là non plus pour truander la sécurité sociale. Donc, si l'opération a été faite, qu'elle a rempli son rôle, à savoir enlever le tablier, le patient ne peut plus être éligible à un remboursement. Alors après, bien évidemment, je vais essayer d'être le plus arrangeant possible avec le patient. Et je prends encore cet exemple parce que ça arrive souvent. Le patient a fait son abdominoplastie, donc il n'est pas très content du résultat esthétique, etc. Et puis, chance, en tout cas pour moi et pour le patient, il n'a pas fait sa brachioplastie ou il n'a pas fait sa cruroplastie. Ben c'est super, parce que moi je vais demander l'entente préalable pour la brachioplastie ou la cruroplastie. Rien ne m'empêche à moi, pendant que je vais faire l'autre chirurgie, de faire une retouche à titre gracieux d'une chirurgie qui avait tel ou tel défaut. Alors, je précise quand même qu'un défaut n'est pas forcément lié à une faute chirurgicale. Je ne suis pas là pour charger le chirurgien d'avant. Un défaut, ça peut tout simplement être lié à un relâchement secondaire de la peau. Ça peut être lié à une complication. J'ai fait un hématome, ma peau s'est distendue secondairement. Ça peut être lié à une infection. Ça peut être lié à un... Voilà, ça peut être lié à beaucoup de choses. Hein. Je dis pas du tout ça pour incriminer le chirurgien parce que c'est pas du tout forcément de la faute du chirurgien. Mais je dis simplement que après il faut essayer de trouver soit par exemple, moi les exemples que j'ai les plus fréquents, j'ai une autre prise en charge possible. En même temps, je vais essayer d'améliorer parce que le patient, je l'opère, il est au bloc, il est endormi. Donc je peux très bien à titre gracieux aller enlever un petit morceau de peau ou de graisse qui est en trop. Ou bien, de la même manière, ce patient, il avait besoin d'une chirurgie non remboursée, une chirurgie par exemple mammaire non remboursée, de lifting mammaire ou de lifting avec des prothèses. Eh bien, je vais en profiter pendant que je fais cette opération, pour le coup, qu'elle aura payé, pour faire une retouche à titre gracieux de son abdominoplastie ou de la chirurgie qui avait une imperfection de résultat. Mais je ne peux pas le faire si j'ai pas autre chose. Je ne peux pas mettre le patient au bloc, lui faire une nuit d'hospitalisation remboursée par la Sécu, un bloc opératoire remboursé par la Sécu. Si je veux le faire, il faut que je mente. Il faut que je dise, je vais l'opérer d'autre chose. Et ça, nous, on est très contrôlés. Et j'ai encore une carrière devant moi. Je ne tiens pas à truander. Ce n'est pas notre rôle, en tout cas. Tout à fait. Donc, juste pour rebondir aussi sur une question qu'on vient de me poser là, quand on dit 300 grammes pour le retrait mammaire, c'est ça, retrait mammaire ? Alors, c'est 300 grammes. Alors, on me pose une question technique. C'est un retrait de 300 grammes. Est-ce que c'est 300 grammes de peau ? Alors, c'est une question très probablement par quelqu'un qui a eu effectivement, suite à un amaigrissement, une chute de la poitrine, ce qui est fréquent. La poitrine, après un amaigrissement, elle perd en volume, puisqu'on perd de la graisse, et elle est constituée de graisse et de glandes, et il y a beaucoup de graisse quand on est obèse. Donc, on perd de la graisse. Mais on ne perd pas de peau, comme
pour tout le reste du corps. Donc, il y a une chute mammaire. Quand on a perdu beaucoup de poids, cette chute mammaire, elle est importante et le sein, il est vidé. Alors, il y a, voilà, un peu l'image de gants de toilette et le sein est vidé. Il n'a plus de volume et il lui reste de la peau. Il faut savoir une chose, la peau, ça pèse rien. Ou pratiquement rien. D'accord ? La peau, ça pèse rien ou pratiquement rien. C'est-à-dire que si je la mets sur la balance, même une ptose mammaire qui va jusqu'au nombril, je vais avoir 30 grammes. D'accord ? Ce qui pèse du poids, c'est la glande et la graisse. Pourquoi il y a un critère de 300 grammes par sein pour savoir si une réduction mammaire est prise en charge ou non? Encore une fois, ce n'est pas pour être ennuyeux que la Sécurité sociale a choisi ce critère. C'est parce que le sein qui n'est pas beau et qui pend, ce n'est pas un problème de santé. Ce n'est pas un problème, on va dire, reconnu de santé. En revanche, avoir des seins lourds, ça entraîne des problèmes de santé, des problèmes de dorsalgie, donc de douleur dans le dos, de cervicalgie, de douleur dans les cervicales, de douleur au niveau des épaules avec le soutien-gorge qui tire sur les épaules et qui fend la graisse en deux, de problèmes pour faire du sport et de problèmes. Voilà, donc c'est des problèmes fonctionnels qui ont en plus un retentissement médical parce que c'est des patients qui vont être plus en arrêt de travail, qui vont être plus gênés, qui vont moins pouvoir faire de sport, etc. Donc la Sécu a décidé, le jour où ils ont décidé de rembourser cette intervention au-delà de 300 grammes, que 300 grammes, c'est le poids minimum pour soulager quelqu'un. En gros, si j'enlève 100 grammes, ça va peut-être être un peu plus joli, mais il ne va pas y avoir de soulagement. Et donc, malheureusement, la peau, ça pèse pas lourd. C'est pour cette raison qu'en consultation, et là encore c'est l'expérience qui va parler, on est capable de dire à une patiente, vous, malheureusement, si je vous remonte la poitrine, et même si je vous enlève beaucoup de peau et un peu de glandes ou de graisse, on n'aura jamais 300 grammes. Et là encore, alors c'est vrai qu'on se fait souvent questionner et un peu pousser dans nos retranchements en consultation, parce que les patients disent mais comment ils le savent qu'on va enlever 300 grammes ou pas 300 grammes? Je veux dire, à un moment donné, en fait, ils le savent et ils le savent même très très bien. Je vais vous dire pourquoi. Quand on enlève n'importe quoi au bloc opératoire, de la peau, de la glande, un lipome, un grain de beauté ou n'importe quoi, on l'envoie pour l'analyser. On ne le met pas à la poubelle. Voilà. Et l'analyse, donc c'est un laboratoire d'anatomopathologie, elle, en premier, qu'est-ce qu'elle va faire quand elle reçoit la pièce chez elle? Elle la pèse. Elle la pèse pour dire cette pièce-là, elle a telle forme, elle pèse tant, et puis après, ils coupent et ils analysent au microscope et vont dire il y a ci, il y a de la glande, il y a une maladie ou il n'y a pas de maladie, etc. Donc, le contrôle, il est évident. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à contrôler les pièces de laboratoire et ils savent tout de suite si on a envoyé 50 grammes, 30 grammes ou 400 grammes. Donc, non seulement, voilà, c'est un critère qui est important et en plus, on ne peut pas mentir. D'accord. Encore une fois. Donc, après, on va essayer d'aller plus en avant. Juste pour rebondir aussi, il est préconisé de faire un bébé avant de faire une chirurgie réparatrice. Oui, ça c'est vrai que c'est aussi une question qui revient parce que maintenant les sleeves enfin voilà, je pense que vous êtes sûrement plus au courant que moi, se font de plus en plus chez les jeunes. Oui. Voilà. C'est au départ on réservait ça à partir d'un certain âge. Maintenant, je crois qu'on n'a plus besoin d'attendre d'être obèse depuis 30 ans ou 40 ans pour faire une opération de ce type et on se dit qu'il vaut mieux lutter au plus tôt contre cette maladie. Donc on a beaucoup de patients ou de patientes jeunes. J'en ai récemment de 25 ans, 27 ans, 23 ans qui sont venus me voir. Et effectivement, on est devant un dilemme. C'est de dire, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, la question, c'est de savoir les avantages et les inconvénients. Moi, souvent, ce que je dis, et le but, c'est de guider la patiente, parce que bien sûr, si vraiment elle veut la faire, elle la fera. Et si ce n'est pas avec un chirurgien A, ce sera avec un chirurgien B. Donc, c'est de leur dire, voilà, le risque qu'on prend quand on le fait avant les grossesses, c'est d'avoir un résultat qui va varier. Nous, notre chirurgie, c'est une chirurgie qui se fait de façon constante. Plus on a un poids stable, plus on n'a pas de changement de volume, plus on a on va dire une certaine constante après la chirurgie, plus le résultat il dure longtemps. Je fais une liposuction ou une chirurgie du ventre à une femme qui va pendant 30 ans avoir le même poids, pas de variation de volume, etc. 30 ans plus tard, le résultat est toujours aussi beau. En revanche, je fais une chirurgie comme celle-là à une patiente qui va grossir, maigrir, avoir des enfants, etc. Elle va se dégrader. Et on l'a vu tout à l'heure,
quand elle se dégrade, je ne peux pas la réopérer pour autant, ou en tout cas sans prise en charge. C'est-à-dire qu'une patiente que j'ai opérée, même prise en charge au départ, elle fait 3 enfants, son ventre il s'est beaucoup dégradé, mais elle n'a plus le tablier, c'est fini. Et c'est pour ça que moi, j'aime pas qu'on grille une indication pour rien, parce que c'est une chance qu'elle perdra pour la suite. Après, bien sûr, il faut s'adapter. Il faut s'adapter parce qu'une patiente de 22 ans ou de 24 ans qui vient me voir et qui me dit « Écoutez, regardez comment je suis ». Moi, je vais vous expliquer une chose, j'arrive même pas à me déshabiller dans l'intimité à cause de mon ventre et de mon pubis qui tombe. Et je peux même pas me déshabiller pour avoir une intimité avec mon petit ami et on n'arrive pas... Voilà. Moi, je vous le dis, si jamais vous ne m'opérez pas, je crois que des enfants, j'en aurai jamais. Donc, il y a des cas, bien évidemment, où on s'adapte et on dit je vous aurais prévenu, c'est pas grave. Elle me dit c'est pas grave, dans 10 ans, peut-être que je referai une chirurgie, peut-être que je la paierai. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir un corps qui me convient et ça, je ne peux pas supporter plus longtemps ça. Donc après, c'est vrai que c'est pas conseillé, mais il y a des situations dans lesquelles on s'adapte et ça, c'est au cas par cas, encore une fois, avec un dialogue de qualité, en consultation, qu'on peut le décider. Alors, pour avoir assisté à plusieurs de vos conférences, vous préconisez l'activité physique, après la chirurgie de l'obésité, bien sûr. Vous préconisez de ne pas fumer. Pourquoi ? C'est vrai que c'est un peu 2 chevaux de bataille pour moi et j'en parle souvent longuement, presque plus longtemps que de la chirurgie en elle-même. Parce que c'est des combats que je mène en consultation au quotidien. Voilà, aujourd'hui, j'ai consulté toute la journée. Je peux vous dire qu'il y a peut-être 1 heure dans ma journée que j'ai passé à expliquer aux gens pourquoi il ne fallait pas fumer et pourquoi il fallait faire du sport. Et c'est un peu fatigant, mais je le fais quand même parce que pour moi, c'est très, très important. On va commencer par le sport. Je ne vais pas vous donner de détails comme un endocrinologue ou un chirurgien digestif. Peut-être vous aurez donné des détails, mais vous donner une globalité. La maladie obésité, c'est une maladie métabolique. Aujourd'hui, en tout cas, c'est les théories actuelles. Donc, c'est une maladie qui va être responsable d'un stockage trop important et d'une absence de patients de personnes qui vont moins brûler les graisses et plus les stocker. Si on agit uniquement sur le versant alimentaire, j'arrête de manger, je fais une chirurgie de l'estomac, j'ai une diététicienne qui me conseille super bien et c'est très très bien. On va agir sur un des 2 volets du problème, le volet apport. On n'agit pas sur le volet dépense énergétique. C'est fondamental d'agir dessus et non seulement c'est évident quand on y pense au plan de la réflexion, mais en plus ça se vérifie. Moi, dans ma pratique quotidienne, tous les patients que je vois qui n'ont pas perdu assez de poids, qui reprennent du poids, etc. après ce type de chirurgie, la réponse quand je leur demande s'ils font du sport, elle est toujours la même. Soit ils sont honnêtes avec eux-mêmes et ils me disent non, soit ils sont moins honnêtes avec eux-mêmes et ils me disent oui, j'en faisais, j'étais très sportif avant. Je dis non, mais je m'en fiche, je m'en moque d'avant. Aujourd'hui, cette semaine, la semaine prochaine, vous faites du sport ? Ouais, là c'est compliqué, etc. Donc c'est un vrai problème et d'ailleurs c'est un problème où les gens aiment bien se voiler la face. C'est-à-dire on aime bien se dire qu'on n'en fait pas pour telle raison, parce qu'on a du mal, parce qu'on n'arrive pas à faire ci et ça. Je pense que dans les associations comme les Poids Plumes, vous êtes les premiers à expliquer à tout le monde qu'on peut faire du sport, il n'y a pas de poids pour faire du sport, avec n'importe quelle maladie. Ce qu'il faut, c'est l'adapter. L'adapter à sa condition physique, l'adapter à ses possibilités. Et tout le monde peut en faire à son niveau. Et dire oui, mais moi je suis actif, je bouge. Non, c'est vraiment avoir des moments sport qu'il faut. Et ça, vraiment, ceux qui ne savent pas quoi faire ni comment, rapprochez-vous de professionnels, d'associations compétentes et ils vous aideront. Et je peux vous dire que ça, c'est fondamental. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le point du tabac. Alors là aussi, tout le monde se voile la face. Mais on comprend encore mieux pourquoi. Le tabac, c'est une drogue, et c'est une drogue vraiment dure, qui fait qu'on a toujours tendance à se dire que c'est pas grave. C'est pas grave, c'est rien, on mourra tous de quelque chose. Voilà. Moi, je parle pas de problème à long terme. Ça, je pense que les pneumologues le font assez bien, les cancérologues le font assez bien, les ORL le font assez bien. C'est pas mon point à moi, parce que finalement, c'est pas mon combat. Moi, mon combat, c'est de faire des chirurgies qui se passent bien, avec des patients qui font pas de complications. Et on le sait très bien, ça a été prouvé de façon extrêmement importante. Et il y a même des pays où ils réfléchissent, je crois que c'est au Royaume-Uni, à dérembourser les interventions si les patients sont fumeurs.
Pourquoi ? Parce qu'ils disent un patient qui fume pour faire telle ou telle intervention, on le sait, statistiquement, il va faire beaucoup plus de complications. Il va se faire réopérer plus souvent, il va faire des retards de cicatrisation plus souvent, il va avoir des problèmes plus souvent. Donc, non seulement ça va pourrir le résultat, le chirurgien, bien évidemment, puisqu'il va s'occuper de toutes les complications, mais en plus, ça va coûter très cher à la société. Et pourquoi la société paierait ce surcoût pour un patient qui n'est même pas capable de faire l'effort on va dire, qui fume, c'est pas un problème, mais autour de sa chirurgie, c'est-à-dire au moins un mois avant jusqu'à un mois après, qui n'est pas capable de faire cet effort-là, d'arrêter. Et donc, pour moi, c'est une condition obligatoire. Et je me bats aussi avec les patients au quotidien, parce que malheureusement, y a d'autres chirurgiens qui sont un peu moins regardants sur ce point-là. Mais moi, je préfère ne pas opérer un patient que l'opérer pour avoir des soucis, des complications, et pour en plus l'entendre me dire, mais docteur, vous m'auriez dit ça, j'aurais arrêté, j'aurais arrêté. Non, c'est pas vrai, vous n'avez pas arrêté, et pourtant je vous l'ai dit. Donc moi, j'insiste toujours lourdement et je leur dis, voilà, vous fumez, je ne vous opère pas. C'est pas grave, je préfère ne pas vous opérer, que vous n'ayez pas de complications, plutôt que d'avoir une complication et de vous dire, je l'avais bien dit. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut être assez strict là-dessus. Le tabac, c'est un gros problème pour les chirurgies. Je ne vais pas m'étendre sur le pourquoi, je pense que ce n'est pas du tout l'objet du débat ce soir. Renseignez-vous et vous trouverez sur Internet toutes les raisons pour lesquelles c'est un poison pour la chirurgie. Et moi, je le vois même dans les microchirurgies et les transplantations qu'on fait, on voit très bien la contractilité des micro-vaisseaux, etc. Donc, il ne faut pas fumer quand on veut se faire opérer et surtout quand on veut se faire opérer sans complications. Mais je crois que c'est indiqué sur les paquets de cigarettes ce que ça provoque. Hein. C'est indiqué voilà. Voilà. Donc juste pour rebondir par rapport aux associations, effectivement, les poids plumes est très engagée et essaie d'améliorer le plus possible la prise en charge de la personne en obésité et après l'obésité et du suivi. Donc effectivement, on se bat au quotidien pour avoir des remboursements complémentaires. C'est évident. Merci d'avoir posé la question. Je ne sais plus qui c'est, mais j'ai lu donc des commentaires. Voilà. Donc on va revenir peut-être, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps et j'avais pas mal de questions à poser, on va revenir sur le parcours. La durée d'un parcours de chirurgie réparatrice avant d'être opéré est à peu près de combien de temps ? Théoriquement, elle pourrait être assez rapide, mais en pratique, elle est beaucoup plus longue pour des raisons de disponibilité au bloc opératoire, de délai, etc. Moi, j'essaye de faire en sorte qu'en 2 ans, les patients soient reconstruits totalement. En reconstruction du sein après cancer, c'est très différent. Souvent, en 1 an, ça peut être fait parce qu'en 2 interventions, globalement, maximum 3, on s'en sort. Pour la chirurgie réparatrice après l'obésité, c'est plus complexe. J'ai des patients qui ont besoin de 2, 3, 4, 5 chirurgies. Alors ça peut paraître énorme, mais croyez-moi que les patients, à chaque fois qu'ils voient le résultat d'une chirurgie, ils ont envie d'aller vers la suivante parce que c'est un véritable parcours du combattant. Quand on a perdu 40, 80, 120 kilos, on a de la peau en trop partout. Et j'ai des patients, il y en a une que j'ai fini de reconstruire il n'y a pas longtemps et vraiment j'étais ravi du résultat tellement elle était contente. Je lui ai fait un lifting des cuisses, un body lift abdominal, un lifting avec une plastie-prothèse de la poitrine, un lifting des bras, des injections pour les zones qui étaient creusées au niveau du visage. Et c'est vrai que quand on arrive au bout de ce parcours, que les patients ils se voient avec une silhouette qui est redevenue celle d'un patient qui est mince et pas un patient qui a perdu du poids, ils peuvent s'habiller comme ils veulent et qui se sentent enfin sortis de la maladie, guéris. C'est vraiment une satisfaction, mais il faut essayer d'aller relativement vite. Et voilà, moi je me fixe 2 ans. Alors quand on y arrive en 1 an, c'est super parce qu'on a 2-3 interventions. Quand il y en a plus, il faut prendre le temps. Et encore une fois, je dis toujours aux patients, prenez votre temps, réfléchissez bien, prenez le temps de choisir vos interventions, vos intervenants. Et il vaut mieux faire le bon choix et attendre un peu plutôt que de faire tout à la va-vite et en fait à la fin de ne pas avoir exactement ce qu'il vous fallait. Voilà. Et je suppose que vous préconisez, parce que la reconquête de l'image de corps est très difficile, il y a un suivi psychologique qui est préconisé ou pas ? Alors, c'est pas du tout obligatoire, ça dépend des patients. Voilà, ça dépend vraiment des patients. Il y a des personnes qui ont, de façon assez claire, qui comprennent les situations, qui les vivent bien et qui se disent, j'ai entre guillemets ça qui me plaît pas, ça qui me plaît pas, ça qui me plaît pas. Après, on organise les choses, on dit ça, on va peut-être le faire en premier, ça, on attendra l'année prochaine, ça, on fera. Voilà, donc c'est vraiment
tout l'objet de la première consultation. Je prends souvent beaucoup de temps pour le premier bilan, où on fait vraiment ce qu'on appelle déjà de la compréhension, pour savoir tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'il faut faire, et puis de la planification, pour savoir quand, comment, par quoi on commence, etc. Et donc voilà, c'est un petit peu ça qu'il faut voir par rapport à ce type de chirurgie, planifier les choses et les organiser pour qu'elles puissent au mieux répondre aux attentes des patients. Ok. Quand on opère de la chirurgie réparatrice, on a des redons, on a des arrêts de travail, on a plein de choses. On a aussi des complications. En quelques mots, on peut expliquer tout ça ? Alors là aussi, encore, ça va être en quelques mots. On a des redons, ça dépend des pratiques, des praticiens. Moi, dans ma pratique, j'en mets très peu. J'en mets pas sur les liftings de bras, sur les liftings de cuisses, sur les liftings de seins, sur les liftings de fesses. J'en mets uniquement sur les liftings abdominaux parce que c'est des interventions qui peuvent donner lieu à un petit peu plus d'écoulement. Donc voilà, en tout cas, j'en mets le moins possible parce que je sais que c'est désagréable et donc voilà. La deuxième question, l'arrêt de travail. Donc l'arrêt de travail, c'est très simple. Vous êtes remboursé par la Sécu, vous avez le droit à un arrêt de travail. Vous n'êtes pas remboursé par la Sécu, vous n'avez pas le droit à un arrêt de travail. Donc il faut prendre des congés, des RTT, il faut s'organiser. Donc là, encore une fois, ça s'organise en amont et pas à la dernière minute. Les complications, c'était votre troisième question. Les complications, bien sûr, c'est de la chirurgie. On peut toujours avoir des complications. Alors, quand on fait beaucoup cette chirurgie, on en a peu. Plus on la fait, je dirais, et plus on anticipe les complications. C'est quand même, ça reste extrêmement rare. Aujourd'hui, les chirurgies, et ça tranche avec tout ce qu'on peut lire parfois sur Internet, et je vous le dis et je vous l'affirme, et c'est vérifié au quotidien par mes patients, sont peu douloureuses. Hein, j'ai beaucoup de patientes, même après une abdominoplastie avec un diastasis musculaire, qui me disent mais je comprends pas, j'ai pas mal, vous venez de m'opérer là, je suis encore à la clinique. Donc aujourd'hui on fait beaucoup pour la douleur, et nos confrères anesthésistes et nous dans les injections dentalgiques qu'on va faire pendant la chirurgie. Et donc les complications elles sont faibles, je peux pas toutes les lister, mais globalement ça va être les infections, les saignements, les phlébites, les troubles de la cicatrisation, les imperfections de résultats, voilà, si je dois vraiment les lister comme ça très rapidement. Elles sont faibles, on les prévient et on les prend en charge dès le départ, donc on arrive à des situations où en fait, pour l'immense majorité des patients, ça se passe vite et bien. Pour quelques-unes, ça se passe bien, mais moins vite. D'accord, ok. Et donc on retrouve une vie normale en combien de temps à peu près ? C'est-à-dire activité sexuelle. Je pense, personne n'a posé la question, mais je pense que... Beaucoup de gens qui la posent en consultation. Voilà, on l'a posé en consultation. On récupère sa motricité au bout de combien de temps ? Enfin, on peut être debout au bout de combien de temps ? Alors, il y a deux choses qu'il faut bien séparer. La convalescence à proprement parler, c'est-à-dire les activités de la vie quotidienne, le travail, etc. Ça, souvent, c'est très limité. Je dirais pour les interventions courtes, une petite semaine, et pour les interventions un peu plus importantes, 10 jours, voire 15 à 21 jours, notamment par exemple pour le body lift qui est vraiment la plus longue. Pour l'activité sexuelle, ça suit un petit peu ça, hein, bien évidemment. Il ne faut plus avoir de cicatrisation en cours et avoir l'aval de son chirurgien. Donc ça, il ne faut pas hésiter à en parler en consultation, il n'y a pas de tabou. C'est bien évidemment des choses du quotidien. Après, c'est pour l'activité sportive où c'est plus long, où là, moi, en général, je préconise une reprise précoce, mais progressive. Donc, en général, un mois et demi, je dis au bout souvent d'un mois et demi, on peut recommencer. Puis après, de façon très progressive, on va recommencer jusqu'à 2 à 3 mois, avoir une activité physique totalement sans limite. Donc, je crois qu'il nous reste très peu de temps. Vous allez peut-être avoir quelques dernières questions, dites-moi. Alors, je suis en train de regarder. Je pense qu'on a fait tout le tour de ce que j'avais préparé et des questions en ligne. Donc, est-ce qu'il y a des... Ah ouais, ça, je ne l'ai pas dit. Est-ce qu'il y a des crèmes ou des exercices physiques pour prévenir la peau ? Il n'y a pas de miracle. Malheureusement, il faut bien hydrater sa peau. On va dire, ça prévient un petit peu des vergetures ou des... Voilà, mais... il y a une grande injustice entre les personnes et entre les sexes d'ailleurs. Et donc il y a des personnes qui vont perdre beaucoup de poids
et qui vont avoir très peu de séquelles, et d'autres au contraire qui perdront 30 kg et qui auront de grosses séquelles. Je dirais plus la peau est fine, plus on a de séquelles. Plus on est une femme, plus on a de séquelles, et j'en suis navré. À contrario, les peaux plus épaisses, les peaux masculines, alors pas tous les hommes et pas toutes les femmes, hein, il y a bien sûr mais en tout cas, plus on va avoir une peau qui va bien réagir, et ça, il y a un gros facteur prédisposant, il y a un gros facteur chance, et on ne peut pas le prévenir. En tout cas, par contre, par rapport à l'activité physique, oui, et ça c'est préconisé clairement de faire du renfort musculaire, parce qu'il faut surtout éviter de perdre ses muscles, notamment les muscles des cuisses. Si on perd du poids et qu'on perd beaucoup de muscles, on aura du mal après à se remettre. Donc il faut vraiment faire des exercices focalisés. Après, ce n'est pas vraiment mon domaine, mais pas hésiter à faire du renforcement des cuisses, des bras, des fesses. C'est, je dirais, les 3 principales zones qui vont mieux récupérer, pas parce que la peau récupère mieux, mais parce que les muscles vont combler l'absence de graisse. Voilà, pour le ventre, ça ne sert à rien. Alors, j'ai une question beaucoup plus technique. Lors d'une chirurgie réparatrice mammaire, est-il possible de doter des nodules? Là, je vais répondre un discours politicien. Je dirais que ça dépend et que c'est au cas par cas. Pour donner une règle assez simple, si le nodule est dans une zone à risque, c'est-à-dire les zones qui sont dans la partie supérieure ou interne du sein, ou supéro-interne, ça va être compliqué parce que c'est la partie qui va vasculariser l'aréole quand on la remonte. Au contraire, si le nodule est plutôt dans la partie inférieure ou externe du sein, ça va être plus facile parce que c'est des zones souvent qu'on va retirer. Donc ça va être plus facile de retirer le nodule. Donc ça dépend de la localisation et de la technique qu'on emploie. Donc ça se discute aussi en consultation préopératoire. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas combien il nous reste de minutes là. Oui, donc écoutez, je vous remercie beaucoup Vincent d'avoir consacré du temps à l'association. On vous fera suivre des questions s'il y a des questions qui sont complémentaires. On essaiera donc de répondre à toutes les questions et de refaire une petite revue si on n'a pas traité les questions pour lesquelles on était ce soir ici. Donc je vous remercie d'avoir participé. Je remercie aussi la technique parce qu'on ne l'a pas fait la dernière fois. Donc on remercie Grégory de nous accompagner tout au long de ces Facebook Live. Et je vous dis rendez-vous à la rentrée pour un autre sujet tout autour du parcours. Pourquoi un psychologue ou pourquoi un psychiatre, hein. Donc on aura 2 invités exceptionnels. Je vous invite à suivre la page. On fera l'annonce à peu près une quinzaine de jours avant. Bonne soirée et je vous souhaite de très bonnes vacances. Bonsoir à tout le monde.